citer des priorités, bon c'est vrai les priorités il y en a, hein. Il y en a en quantité juridique industrielle, mais là il est clair que en tant que ministre, mais également même simplement en tant qu'enseignant clé en main, lorsque je vois des étudiants en train de squatter des salles de travaux dirigés ou des amphis, j'ai vraiment mal au cœur. Donc il est évident que pour nous, il s'agit de faire en sorte que les conditions de vie des étudiants soient améliorées. Et cela passe par quoi? Par la fonctionnalité des cités universitaires, voire même l'augmentation de leur capacité d'accueil. Je l'ai dit tout à l'heure, dans la phase 1 du programme de réhabilitation et de rééquipement des structures publiques d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, il y a les cités de Cocody qui ont été réhabilitées. Vous avez cité Campus Ancien, cité INSET, cité 2000A, 2000B, 2001A, 2001B, Mermoz 1, Mermoz 2, Château d'Eau, Saint-Jean et Riviera 2. Et ça faisait environ 5700 étudiants à héberger. Puisqu'on avait, ça correspond à 5700 lits fonctionnels. Ben, il est évident que si vous prenez 5700 lits, sur un nombre d'étudiants qui dépasse aujourd'hui les 150 000 sur Abidjan, hein, je ne parle pas de l'ensemble du territoire ivoirien, sur Abidjan, vous voyez un peu, ça fait grosso modo un lit fonctionnel pour un peu plus de 26 étudiants. Ce qui est énorme en taux de couverture, ce n'est pas très bon. Donc du coup, le gouvernement a lancé la seconde phase de réhabilitation du reste des cités universitaires d'Abidjan. En l'occurrence, Abobo 1, Abobo 2, Bilanceville, 220 logements, Port-Boué 1, Port-Boué 2, Port-Boué 3 et Bridi Cité. Ce qui va nous permettre d'avoir encore 6 000 lits fonctionnels. Du coup, nous allons passer de 5 700 à 11 700 lits fonctionnels. Ce qui ramène le taux d'hébergement d'environ 1 lit pour 26 étudiants à 1 lit pour environ 13 étudiants. Et ça, c'est déjà pas mal. Donc vous comprenez que le souci majeur du gouvernement, c'est de faire en sorte que les conditions de vie des étudiants soient améliorées au maximum. De réalisation, je ne m'aventurerai pas parce que ça, vous savez, c'est technique, hein, ces choses-là. Il y a le taux de décaissement d'un côté, il y a le taux de réalisation, c'est technique. C'est le BNET qui peut nous donner un chiffre précis. Moi, en tant que profane en la matière, ce que je peux dire, c'est que sur toutes les cités en cours de réhabilitation, c'est clair que d'ici un mois au maximum, il y a 2 qui seront fonctionnels, notamment Williamsville et Port-Boué 1. Bon, donc ça, c'est déjà ça de prix. Je viens de donner des instructions à la direction du cours A1 pour dire simplement qu'ils doivent lancer le processus d'admission. Le dépôt des dossiers d'admission en cité doit être déjà doit démarrer, de telle sorte qu'au fur et à mesure que les cités sont achevées, ben, les étudiants y seront hébergés. Donc on peut s'attendre à ce que bon, d'ici peu, les 2 cités que je viens de citer soient fonctionnelles. Et au fur et à mesure, les autres seront fonctionnels et les étudiants y seront hébergés. Critères, il est évident qu'il y a des critères. Je prends par exemple ne serait-ce que le critère social. Vous savez, ceux qui sont vraiment dans les difficultés, bon, ça peut être un critère. Il y a également le critère de compétence. Voilà, ça, on n'y peut rien. Hein. Vous savez, il y a des critères, c'est clair, il y a des critères d'hébergement. Parce que sinon, ça serait la foi. Si on admet comme ça, sans critères, vous voyez un peu ce que ça donne. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, hein, on aura en tout 11 700 lits, un peu plus de 11 700 lits, mais je vous signale que l'université Félix Houphouët-Boigny seule fait plus de 65 000 étudiants. Alors si vous ne mettez pas des critères, qui est-ce que vous allez admettre et qui est-ce que vous allez refouler? Vous voyez, on est obligé évidemment d'établir des critères d'admission. Vous savez, on peut toujours dire ça. Hein. J'ai l'habitude de dire que l'enseignement supérieur coûte cher, énormément cher. L'État ne peut pas tout faire. L'État ivoirien fait énormément pour le système éducatif en général et pour le sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique en particulier. Mais il est évident que l'État ne peut pas tout faire. Je vous donne un exemple simple. Hein. Je dis souvent, ce chiffre-là, je le donne pour que chacun puisse apprécier à sa juste valeur ce que ça coûte l'enseignement supérieur. Dans la zone UMOA à laquelle nous appartenons, le coût unitaire de formation optimale d'un étudiant est de 1 500 000 francs. Alors multiplié par 250 000 étudiants, ça vous donne combien de milliards? Je vous laisse à vos calculatrices. Hein. Vous voyez, l'État seul ne peut pas tout faire. Il faut que les apprenants, à travers évidemment les poches de leurs parents, puissent contribuer. C'est vrai qu'aujourd'hui, même quand on regarde, je sais que les étudiants ne vont pas apprécier ce que j'ai dit, mais j'ai l'habitude de leur dire, la vérité, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Vous savez, si vous regardez les critères de convergence des systèmes d'enseignement supérieur dans la zone UMOA, l'un des critères, je crois que c'est le deuxième, dit comme ça que les apprenants doivent contribuer à au minimum, je dis bien au minimum, 15% de leurs frais de formation. Alors sur 1 500 000, faites le calcul, hein, c'est plus de 200 000 francs que les étudiants devraient payer comme frais de scolarité. Bon, enfin, disons frais d'inscription, parce que si on rentre dans ce débat, c'est disons frais d'inscription. Mais aujourd'hui, on est à quoi? 30 000 pour les L, 60 000 pour les M et 90 000 pour les D.
Vous voyez, on est loin des 200 000. Bon, le reste, bon, l'État essaie de faire ce qu'il peut, mais ne demandez pas à l'État seul de tout faire. Ça, c'est clair.